Je suis sûr que ça vous dit quelque chose quand je vous parle de ces problèmes que vous rencontrez régulièrement. Vous savez, ces épines dans le pied qui reviennent et qui vous prennent du temps et de l'énergie. Plutôt que de les laisser revenir, on va apprendre aujourd'hui à être plus malin et plus maligne et adopter les bons réflexes. Il était temps que je vous parle de comment mettre en place une dynamique d'amélioration continue dans vos équipes. Pour commencer, il faut comprendre qu'une organisation, ça bouge sans cesse, parce que de nouvelles problématiques apparaissent, et parce que les contextes et les enjeux évoluent. On l'a vu avec la crise sanitaire. Il faut donc que l'organisation s'ajuste en permanence pour mettre l'énergie là où il faut et pas ailleurs. S'ajuster, ça veut dire dépasser les problématiques auxquelles on est confronté en se mettant en mouvement et en transformant l'organisation et son fonctionnement à travers ses outils, ses méthodes, ses process, ses rôles, etc. Face à ces problématiques et à ces changements, plusieurs écueils peuvent apparaître. Celui de vouloir faire plein d'actions partout et de se perdre parce qu'on ne sait plus où donner de la tête. Au contraire, surplanifier, faire de très grands plans mais qui peineront à voir le jour. Ou alors s'agacer, s'énerver, passer plus de temps à se plaindre et à encaisser qu'à agir. Ça, c'est ce qui arrive quand on a laissé un problème exister tellement longtemps qu'on le considère comme ordinaire et qu'on l'accepte. En tout cas, si vous avez rencontré ces écueils, c'est que vous n'avez pas suivi vos actions d'amélioration avec la bonne démarche. Une bonne manière de les suivre, c'est grâce au moyen mémotechnique OPDCA, aussi connu sous le nom de la roue de Deming. Tout commence avec une observation de la situation actuelle. Quels sont nos résultats? Comment évolue l'environnement autour de l'organisation? Qu'est-ce que remonte l'équipe? Quel futur pour l'équipe désirons-nous? C'est de là qu'on peut identifier des problématiques et des enjeux. En creusant ces enjeux et ces problématiques, et dans l'idée de les traiter à la source, on identifie une ou des actions à mener. On planifie qui fait quoi et quand. L'étape suivante consiste à faire, développer les actions prévues. Et si la planification est assez claire, ça doit couler de source. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Faire une action que l'on a prévue ne permet pas forcément de répondre à l'enjeu identifié. Il faut contrôler ou étudier les résultats de l'action. Est-ce qu'ils correspondent au niveau envisagé? Répondent-ils à la problématique? Grâce à cette étude, on peut ajuster, c'est-à-dire définir si on peut s'arrêter là ou s'il faut entamer une autre action, auquel cas on reprend l'étape planifiée, et ainsi de suite. Au fur et à mesure des cycles PDCA, on gagne en expérience et on avance sur la résolution de la problématique tout en restant en mouvement. Illustrons ça par un exemple que j'ai vécu il y a quelques années. Ça se passait dans une structure associative qui organise de nombreux événements et dont un pôle spécifique se charge de la communication à partir des informations transmises par les organisateurs. Les membres du pôle ont observé qu'il manquait souvent des informations clés pour communiquer efficacement sur les événements. En réunion, on a cherché la source du problème en se demandant successivement pourquoi. Pourquoi les informations ne sont pas transmises? Parce que les organisateurs ne savent pas lesquelles il faut transmettre. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont jamais su et qu'en plus l'information n'est pas accessible. Ça a permis d'identifier et de planifier deux actions, faire un rappel oral immédiat et rendre accessibles les informations facilement sur notre drive. Une fois ces dernières actions faites ou développées, on en a étudié les résultats. La plupart des informations sont communiquées, mais ça n'est pas suffisant. Qui plus est, le format, au niveau des détails, du quantité d'informations, diffère trop. On s'est donc ajusté en planifiant une nouvelle action. Mettre en place un système de formulaires à remplir sur le Trello de la structure. L'action a été faite, les résultats ont été concluants et on a mis un terme à cette boucle d'amélioration. Peut-être plus tard, observera-t-on d'autres enjeux ou problèmes et on pourra initier d'autres pistes d'amélioration. Alors qu'est-ce que nous apprend l'exemple? D'une part, c'est que tant que le résultat d'une tâche n'est pas satisfaisant, il faut la suivre et réitérer. À chaque itération, on comprend mieux l'enjeu ou le problème et on avance dessus. C'est pour ça que je vous recommande de privilégier des actions courtes avec des résultats rapides pour vous garder en mouvement. D'autre part, c'est la personne la plus proche d'une action qui sera la plus à même de faire une amélioration. Parce que ce sera la personne la plus concernée et parce que aussi, c'est souvent la personne qui aura le plus de compétences. Il y a une règle d'or, c'est que c'est celui qui fait qui sait. C'est pour ça qu'il y a un fort enjeu à permettre à chacun et chacune d'agir sur l'environnement dans lequel il ou elle évolue.
Enfin, agir sur l'organisation de manière durable, c'est agir sur ce qu'il y a de plus permanent. Les pratiques, les process, les personnes, les outils, l'environnement de travail. Dans l'exemple que j'ai donné, c'est en agissant sur l'outil que la transformation était durable. Dans l'industrie, on utilise le A comme le acte de standardiser, c'est-à-dire définir des normes, des règles qui nous permettent de travailler d'une seule et même manière, une manière que l'on souhaite. Attention cependant à l'effet boule de neige, à vouloir mettre en place trop d'outils, et pour éviter ça, je vous renvoie vers ma première vidéo sur les usages des outils numériques. En somme, ce que l'OPDCA et l'exemple nous apportent, ce sont les bases d'un système de management. Juste connaître un cycle de 5 lettres ne va pas tout changer. Il faut permettre à la dynamique d'amélioration continue d'émerger, et pour ça j'ai plusieurs recommandations. Déjà, il va falloir investir de l'énergie et du temps pour écouter ce que va dire le terrain, ce que remonte l'équipe, mais aussi ce que vous allez pouvoir sentir du terrain. Il va falloir aussi agir à la racine et de manière durable. Manager, enlevez les épines du pied de vos collaborateurs, vous allez voir, ils vont très bien vous le rendre. Ensuite, il faut mettre en place et disposer de systèmes et d'outils pour mesurer les résultats de l'organisation avec des indicateurs, mais aussi pour recueillir les problématiques, mesurer leur occurrence, comprendre quels sont les problèmes qui sont anecdotiques et lesquels sont des vrais enjeux. Il va aussi vous falloir disposer de systèmes pour suivre les actions entreprises et pouvoir les étudier et les ajuster. Enfin, là on va plus parler de management et de culture. Il va falloir un environnement périn dans lequel l'échange est permis et dans lequel la prise d'initiative est facile. Pour entretenir cette démarche, il faut des espaces et des pratiques adéquates. C'est ce qu'on voit dans l'atelier 2 petits pas vers des rituels pertinents. Ce sont 2 sessions en ligne avec des participants au profil variés dans laquelle je vous montre des bonnes pratiques de routines organisationnelles. Vous pouvez partager vos problématiques et vos enjeux et surtout agir dans vos équipes concrètement entre les 2 sessions. Si vous êtes plus intéressé pour travailler sur la fibre humaine, je vous invite à mon atelier 2 petits pas vers le développement de l'autonomie et des compétences dans vos équipes, toujours en 2 sessions, toujours avec ce principe pédagogique d'action entre les 2 sessions. Et comme d'habitude, toutes les informations sont sur mon site internet mieuxtravaillerensemble.co, tout comme les slides de cette vidéo que vous pouvez réutiliser. On se retrouve en atelier ou en vidéo très bientôt, et comme d'habitude, restez curieuses et restez curieux.